Donc aujourd'hui, on va parler, de la naturopathie au service du sportif. Donc la naturopathie, est une discipline qui s'adresse à différents publics, dont les sportifs, que ça soit les hommes, les femmes, peu importe le niveau, peu importe la discipline. Voilà, vous avez tout intérêt, que ça soit sur une pratique, de compétition, même amateur, que vous commenciez ou que vous ayez de l'expérience. La naturopathie peut vous apporter différents bienfaits sur votre, santé en général, et puis aussi forcément sur la performance, sport, voilà. Même si vous n'êtes pas dans une recherche de performance de chrono, c'est vrai que les petits plus vont vous apporter un bien-être. Alors on ne parle pas de performance en tant que telle, mais de bien-être, de bien vivre, sa pratique. Donc d'abord un petit rappel, hop, alors attendez, j'ai un petit souci. Heu, voilà, un petit rappel de ce qu'est la naturopathie, pour, un petit peu, mettre l'accent sur cette discipline qui est pas forcément très, très connue. Ensuite, on va évoquer donc les piliers justement de la naturopathie. Alors c'est un ordre que j'ai défini comme ça peut être un ordre différent, mais, le sommeil va être, vraiment très important. L'alimentation aussi, forcément, va jouer un grand rôle, et on va voir en quoi l'alimentation, joue, sur la pratique du sportif, et la santé du sportif, et donc voir qu'est-ce que l'alimentation idéale pour un sportif. On va aussi parler de l'immunité forcément, hein, sujet d'actualité, alors, ces temps-ci, mais aussi tous les hivers, et en particulier, dans le domaine du sport, avoir une immunité, forte et des défenses immunitaires, au top, c'est important, et ça passe par des petites astuces, assez simples à mettre en place. Ensuite, on va évoquer, les émotions, donc comment les gérer, comment les vivre, et en quoi, elles vont être, un plus, en quoi la bonne gestion de ces émotions va être un plus dans la pratique du sportif, mais aussi dans la vie, quotidienne, de manière générale. Voilà, je parlerai un tout petit peu, mais rapidement, de mes prestations à la fin, voilà. Alors on y va, naturo quoi? Naturopathie. Donc la naturopathie, c'est un ensemble de techniques naturelles pour soulager, voire, supprimer les maux. On va pas, donc maux MAUX, hein. On va pas, venir traiter, on va pas venir poser des diagnostics, mais on va vraiment accompagner la personne, donc le consultant, dans sa problématique. Donc on va venir en support de la médecine allopathique, telle qu'on l'appelle, la médecine traditionnelle, pour accompagner vers le bien-être et soulager un petit peu, les personnes. Donc la discipline, elle n'est pas reconnue en France pour l'instant. Elle est reconnue médecine traditionnelle quand même par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1990. Donc elle n'est pas reconnue en France, ça veut dire qu'elle n'est pas, remboursée. Donc vous allez voir un naturopathe, vous allez pas avoir de remboursement par la sécurité sociale. Certaines mutuelles, la prennent en charge néanmoins, donc il faut vous renseigner auprès de votre mutuelle ou voir si d'autres mutuelles, peuvent le faire, mais, voilà, c'est pas encore reconnu. C'est pour cela que les naturopathes, sont certifiés, n'ont pas de diplôme, voilà, il y a un diplôme en France qui est reconnu, mais sinon ce sont des certifications qui sont obtenues, via les écoles, via les formations. La naturopathie donc est basée sur 5 doctrines principales. Donc elles sont ici, donc la première re la première doctrine, ça va être, le vitalisme. Donc c'est le principe que, en chacun de nous, en chaque être vivant, il va y avoir un principe vital, une énergie vitale qui va permettre au corps de s'autoréguler. Donc c'est un peu le principe, de la naturopathie, c'est d'apporter des outils pour que le corps s'autorégule seul. Voilà, donc l'énergie vitale, qui peut être, perturbée par différents, facteurs, que ça soit des facteurs extérieurs ou des facteurs, endogènes, donc qui viennent de l'intérieur. Et donc s'il y a des équilibres, il y a une perte de l'homéostasie. On appelle l'homéostasie, c'est, l'équilibre en fait, du corps, de toutes les paramètres du corps humain.
Et donc, quand il y a un déséquilibre de l'homéostasie, c'est là que que vont venir apparaître les symptômes. Donc, en naturopathie, le symptôme est une conséquence visible d'une problématique interne qui n'est pas forcément visible. Voilà. Ensuite, deuxième doctrine, c'est l'humorisme. Donc en fait, l'humorisme, ça traite des humeurs, donc pas les humeurs, aujourd'hui je me sens, comme ci comme ça. Non, c'est les fluides en fait, les fluides corporels qu'il y a à l'intérieur, du corps humain. Donc la lymphe, le sang, hem, les liquides intra et extracellulaires et la bile. Ces humeurs-là, elles vont régir un petit peu le fonctionnement du corps. Elles vont permettre, aux éléments, donc venant de l'alimentation, venant des hormones et cetera, de circuler, aux déchets de s'évacuer aussi. Donc c'est vraiment important qu'elles puissent, circuler, hem et donc forcément quand il y a des stases, des liquides qui ne circulent plus, hein, ça va aussi venir créer, des déséquilibres psychiques, physiques ou même émotionnels. Donc ces humeurs vont aussi travailler de pair avec des organes qu'on appelle des organes émonctoires, comme les poumons, comme les intestins, comme, les reins, qui vont être des voies de sortie pour les déchets. Donc il va falloir s'en occuper de ces organes-là, faire en sorte qu'ils fonctionnent correctement et ne pas qu'ils soient surchargés. Venir les soutenir en fait. Donc voilà, ça c'est l'humorisme. Ensuite, troisième doctrine, c'est le causalisme. Donc le causalisme, c'est, le principe, qui dit que le symptôme, va être donc une conséquence d'une cause plus profonde, voire même une cause de la cause en fait. Le naturopathe va aller chercher la cause de la cause, donc vraiment l'origine des problèmes. Je prends un exemple, les troubles, ou les problèmes de peau par exemple, de l'acné ou voilà, du psoriasis ou des problèmes de peau, vont pas forcément être, un problème lié justement au derme ou à l'épiderme. Alors attends, j'ai un petit souci encore une fois. Hop, ça, je le remets mon écran, voilà, pardon. Donc je disais que le causalisme, ça va être venir chercher la cause de la cause. Le symptôme, n'est pas forcément le problème, hein. Les troubles, voilà, de peau, ça va peut-être être une mauvaise digestion, trop de stress, un déséquilibre hormonal, donc il va y avoir beaucoup de causes potentielles. Il va falloir venir la trouver. Ça peut être une cause aussi qui va être individuelle à la personne. Des problèmes de peau, le même problème de peau pour 2 personnes différentes va pas forcément avoir la même cause profonde. Donc c'est pour ça que le naturopathe va investiguer, va pas pouvoir vous donner une réponse toute faite: «Eh ben, prenez telle crème, c'est ça qui va vous soulager». Il va vraiment falloir aller chercher plus loin pour régler le problème en amont et dans l'idéal, après, le symptôme va se réguler et va se disparaître de lui-même si la cause est trouvée et la solution est vraiment apportée. Quatrième doctrine, l'hygiénisme, donc c'est tout simplement, c'est l'hygiène de vie. Donc on va vraiment venir travailler sur les différentes facettes de l'hygiène de vie qu'on va voir plus loin pour, remettre l'organisme en situation d'équilibre. Et dernière doctrine, ça va de pair, hein, l'holisme. Donc l'holisme, ça veut dire qu'on prend l'individu dans son ensemble. On va traiter son physique, son psychique, son émotionnel, son environnement. Donc vraiment, on va prendre, l'individu dans sa globalité. Voilà, tout simplement. Voilà, donc en tout ça, la médecine, diffère un petit peu de la naturopathie. L'idéal, c'est de vraiment aller chercher le meilleur dans les 2 disciplines et de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble, ce qu'on appelle la médecine intégrative, donc les faire travailler ensemble. Mais en aucun cas, le naturopathe sera votre médecin, il ne pourra pas vous prescrire de médicaments, il ne pourra pas du tout faire de prescription, ni de vous dire de commencer ou d'arrêter un traitement qui est déjà en cours. Vous n'aurez pas d'ordonnance, vous aurez des conseils. Voilà, c'est vraiment des conseils et un accompagnement qui va se faire, au fur et à mesure de l'avancement de votre problématique.
Vous n'êtes pas un patient pour un naturopathe, vous êtes un consultant, voire un client. Donc c'est une relation aussi, commerciale, hein, vous allez être, facturé. Donc voilà, les personnes, doivent s'attendre à avoir plusieurs consultations avant que tout ça se mette en place et avoir des conseils un petit peu divers, mais ça reste des conseils, ça ne remplace pas, la visite chez un médecin. Voilà, par exemple, si on parle des sportifs, le naturopathe ne pourra pas, vous proposer, de certificat médical ou vous dira: «Bah, attendez pour cette pathologie-là» ou si vous voulez commencer une telle discipline, allez voir votre médecin d'abord, faites un bilan et après vous aurez le go du médecin pour pratiquer ou pas. Voilà. L'objectif du naturopathe, c'est vraiment que apporter des outils au corps pour qu'il s'autorégule tout seul et faire en sorte que vous soyez aussi autonome. Donc c'est aussi un apprentissage tout au long de votre parcours avec le naturopathe. Vous allez avoir, des conseils, mais il va falloir aussi, être acteur de votre santé. C'est ce qu'on dit souvent en naturopathie, vous allez être acteur de votre santé. Vous allez devoir prendre, conscience de votre problématique profonde, être impliqué dans le processus, de soulagement de ces maux-là et aller chercher aussi par vous-même peut-être d'autres voies, qui sait? Voilà. Donc ce que je vous disais, hein, pas de diagnostic, pas de prescription. On ne conseille pas de commencer ou de stopper un traitement. Ce n'est pas notre travail et l'objectif, c'est l'autorégulation du corps. Voilà. Alors, le naturopathe, forcément, quand vous allez aller le voir, comment ça se passe? Déjà, vous prenez rendez-vous pour une problématique précise. Enfin, en tout cas, vous avez un souci, hein, vous allez lui en faire part. Le naturopathe, de toute façon, va un petit peu commencer par regarder votre hygiène de vie. C'est vraiment la base. Les piliers de santé, c'est ceux-là, il y en a 4. Quelle que soit votre problématique, a priori, vous allez devoir travailler sur ces, 4, alors peut-être pas les 4, mais au moins sur plusieurs de ces problématiques-là ou de ces aspects-là de votre vie. Donc l'alimentation forcément, hein, c'est ce qu'on met dans notre corps, donc c'est notre carburant, c'est de là que tout va partir, toutes les réactions chimiques de votre corps vont se mettre en place, donc c'est vraiment apporter le meilleur pour votre corps, pour qu'ensuite il puisse se mettre, lui-même, en situation de travail et d'équilibre. L'activité physique va avoir de nombreux bienfaits aussi, que ça soit physique, mental, social. Voilà, vous allez vraiment, être incité fortement, si vous allez voir un naturopathe, il va vraiment vous inciter à pratiquer une activité physique, ce qui ne veut pas dire un sport, hein. Pour vous, ça paraît, sans doute, voilà, naturel de pratiquer, un sport, mais voilà, l'activité physique passe par, le jardinage, par exemple, passe, par plein d'autres activités, mais voilà, l'activité physique dans son ensemble, est bénéfique pour tout le monde, vraiment tout le monde. Le sommeil, donc très important aussi, on va le voir, sans sommeil, on ne vit pas, hein, donc va falloir, c'est par là qu'on va commencer, mais il va falloir aussi aller voir de ce côté-là et puis la gestion des émotions qu'on verra à la fin aussi, participe à, bien-être général, au bien-être physique et l'aspect émotionnel et l'aspect physique sont vraiment, très, très liés. On le voit vraiment en naturopathie. Voilà, donc ces 4 piliers de santé sont vraiment essentiels à prendre en compte, soit pour rester dans un état de santé, hein, c'est vraiment, la naturopathie aussi a une bonne part de prévention, soit pour revenir dans votre état de bien-être. Et donc ces 4 piliers-là vont aussi s'influencer. Par exemple, si vous êtes stressé, donc gestion des émotions, compliquées, bah, forcément votre sommeil va être impacté. Si, votre alimentation n'est pas bonne, vous pouvez aussi avoir des troubles du sommeil et cetera. Donc premier point, dont on va parler ce soir, le sommeil. Donc très important, le sommeil, c'est un élément central de notre vie. On passe à peu près pour quelqu'un de lambda à 33 ans à dormir. Et plus l'activité physique est importante, plus vous allez devoir, faire attention à votre sommeil parce que plus vous allez solliciter votre organisme, il va être en situation de stress, donc plus vous allez avoir besoin de récupérer, de mettre en place des processus de récupération qui se déroulent justement durant le sommeil. Donc avoir un sommeil suffisant
en quantité, en qualité, c'est vraiment très important, sportif ou pas. Donc comment s'organise le sommeil? En fait, hem, chez l'adulte, hein, on a à peu près dans une nuit, on a à peu près 4 à 5 cycles de sommeil qui vont durer de 1h30 à 2 heures. Et dans chacun de ces cycles-là, on a 3 stades qui vont correspondre à des états, de veille différentes et donc à des ondes cérébrales de longueur différente. Donc un petit schéma, je vous le mets ici. Donc en début de nuit, on va plutôt avoir un sommeil, lent léger. Donc en tout cas, c'est dans ce sommeil-là, enfin c'est dans à ce moment-là que va se créer l'endormissement. C'est vraiment la frontière entre les 2, entre veille et sommeil. Et c'est là où on va avoir vraiment un état de relaxation, qui va aller de plus en plus, être de plus en plus présent. Vous allez avoir votre rythme cardiaque qui va diminuer, la tension qui va vraiment diminuer, vous allez vous sentir de moins en moins connecté avec votre environnement. On est sur des ondes θ durant ce sommeil-là et ensuite on va passer vraiment à un sommeil lent profond. Donc c'est là, on va être sur des ondes delta. Donc là, le relâchement va vraiment être total et c'est à ce moment-là que vraiment la récupération, physique va être mise en place. Vous allez aussi avoir, l'hormone de croissance et une hormone qui s'appelle la mélatonine qui vont être produites à ce moment-là et c'est vraiment ces hormones-là qui vont permettre, au corps de se nettoyer, en fait. Le sommeil, c'est vraiment une détox, puisqu'on jeûne pendant le sommeil, a priori, hein, on ne mange pas et tous les processus d'autorégulation du corps, de nettoyage vont se mettre en place à ce moment-là. Le foie va avoir un grand, grand nettoyage, durant la nuit, là, vers 3-4 heures du matin. C'est là vraiment que le foie vraiment se libère de toutes ces toxines. Et ensuite, troisième stade, donc le sommeil paradoxal. Donc là, ce sont les rêves. Donc là, durant ce sommeil-là, la température du corps va augmenter un petit peu, la, fréquence cardiaque aussi va s'accélérer et on note, une forte activité cérébrale. Donc on est sur des ondes, bêta, et c'est à ce moment-là, en fait, que la consolidation de la mémoire va se mettre en place vraiment, dans l'inconscient et où le liquide, céphalorachidien, donc le liquide du cerveau, va aussi se nettoyer. Donc en fait, au cours de la nuit, le sommeil, lent profond, donc il va y avoir l'endormissement, donc sommeil lent léger, mais les cycles, enfin les phases de sommeil lent profond vont être plutôt présentes en début de nuit et le sommeil paradoxal en fin de nuit. Donc c'est vraiment important d'aller se coucher, on va le voir après, mais d'aller se coucher assez tôt pour que vraiment les différentes phases se mettent en place et que le sommeil lent profond, prenne toute sa place dans votre nuit, vraiment. Pourquoi? Les conséquences d'un déficit en sommeil sont vraiment nombreuses et peuvent être vraiment graves. Donc il peut y avoir, des pathologies, préexistantes, qui vont, ça je crois que j'en parle après, voilà. Les conséquences d'un déficit de sommeil donc, les pathologies existantes peuvent, s'aggraver puisque forcément le corps, ne va plus pouvoir, revenir à un état de repos et de nettoyage, on va dire. Donc voilà, les pathologies, bah, le phénomène il est lancé, voilà, il va continuer de se mettre en place. Appétence plus importante pour les aliments riches et sucrés. Il faut savoir que pendant le sommeil, on a des hormones qui sont, produites. Donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété, donc va être, produite plutôt pendant le sommeil, tandis que la gréline, donc c'est l'hormone de la faim, va être produite si vous ne dormez pas. Donc forcément, voilà, si vous passez plusieurs heures, éveillé la nuit, voilà, la leptine va être, moins produite au détriment de la gréline, donc vous allez être, voilà, plus poussé à manger, pendant la nuit et pendant la journée aussi plus, poussé à consommer des aliments, riches. Baisse de la perception sensorielle, hein, donc ça je pense que, tout le monde l'a un petit peu expérimenté, quand on ne dort pas bien, bah, forcément la journée on est un petit peu dans le brouillard. On capte pas très bien ce qu'on nous dit ou ce qu'on entend donc voilà, la perception sensorielle est atteinte à ce niveau-là. Pareil, l'humeur, forcément va être, impactée donc un petit peu, d'instabilité émotionnelle.
une moins bonne gestion du stress, hein, donc ça va de pair. Et puis forcément, donc un moins bon nettoyage, forcément, les cellules du corps vont être impactées et à terme, voilà, c'est le vieillissement précoce qui va se mettre en place et aussi potentiellement, une dépression, hein, si vraiment les conséquences, enfin si le déficit est vraiment très important, voilà, ça peut mener, à terme, à la dépression. Donc c'est quand même assez, assez grave. Alors comment obtenir un sommeil réparateur concrètement? C'est pas compliqué à mettre en place, maintenant il faut juste y penser et c'est un petit peu une discipline, une discipline pardon, qu'il faut mettre en place. Donc pratiquer une activité physique, donc ça c'est pas à vous que je vais vanter les mérites de l'activité physique, mais voilà, avoir une activité physique la journée va permettre, le bon étalage, on va dire, des hormones, donc arrivé le soir, voilà, c'est le repos qui commence à se mettre en place et donc le stress aussi qui est évacué, donc voilà, ça permet de trouver un sommeil, plus facilement, plus rapidement. La température corporelle doit aussi baisser, le soir pour se préparer à la nuit. Donc c'est pour ça que pratiquer une activité physique, oui, mais pas forcément après 20 heures puisque vous allez avoir, le corps qui va être, chaud, enfin plus chaud on va dire. Donc voilà, la température corporelle doit être un petit peu, abaissée, donc pas non plus de bain, trop chaud le soir, de bain ou de douche trop chaude. Et puis forcément votre chambre ne doit pas être trop chauffée, donc l'idéal c'est entre 17 et 22 degrés, hein, selon les tolérances de chacun, mais voilà, pas trop chaude, aérée aussi la journée, hein, si possible, pour garder le corps un petit peu, on va dire au frais. Et pareil donc pour, ce qui concerne les repas, donc pas trop chargés, le soir, donc pour éviter, une digestion trop compliquée et préférer les glucidoprotéines puisque auss les protéines, vont aussi générer la chaleur, pendant la digestion. La thermogenèse, va se mettre en place plus facilement avec, la digestion des protéines, donc voilà, privilégier plutôt les glucides. S'exposer au soleil, plutôt le matin, puisque le matin, on va plutôt produire du cortisol, donc l'hormone, on va le voir après, l'hormone du stress, enfin ce qu'on appelle, hein, l'hormone du stress, donc elle est produite plutôt le matin, et la mélatonine plutôt, en fin de journée, donc si possible se réguler par rapport, au rythme circadien, hein. C'est vraiment le rythme, naturel de l'homme, hein. C'est se baser sur, le plus possible sur le soleil. Éviter les écrans, voilà et les activités intellectuelles avant le coucher, donc ça, je pense que c'est, facile à dire, plus compliqué à faire, hein, je pense de nos jours. Les écrans sont très présents et jusqu'au lit, donc c'est vraiment important de se mettre une barrière par rapport à ça, de se dire à un moment donné: «Stop, j'arrête, je me pose». Alors activité, intellectuelle, on peut quand même, proposer la lecture. C'est une activité intellectuelle, mais qui est quand même plus reposante, que d'être sollicité par des écrans, voilà, les actualités sont pas toujours très bonnes, n'est-ce pas? Et puis, la lumière bleue aussi ne facilite pas du tout l'endormissement. Allez vous coucher, au premier signe de sommeil, hein, ça paraît logique, mais ne luttez pas contre, hein, sinon vous allez louper, votre cycle, il va, se mettre en place, plus difficilement, donc pensez à vous écouter et allez vous coucher dès que vous en sentez vraiment le besoin. Mettre en place un rituel d'endormissement aussi peut aider, peut faire prendre conscience à votre cerveau que ça y est, ça va bientôt être l'heure d'aller se coucher. Donc ça peut être, plein de choses différentes, hein, donc un petit moment de lecture, une petite douche, fraîche, voilà, une petite méditation, peut-être, petite séance de stretching, vous qui êtes sportif, voilà, à la fin de la journée, peut-être des petits étirements. Un exercice de respiration aussi, ça peut être intéressant, voilà, pour amener le calme, vous recentrer sur, une seule et même pensée, on va dire, enfin vraiment faire le calme en vous, pour voilà, être plus relax et puis que votre cerveau soit pas en train de mouliner tout le temps, voilà. Et ça permet de ramener le calme et d'accueillir le sommeil. Se coucher et se lever à heure fixe, forcément, ça participe du même principe, que les signes du sommeil d'aller vous coucher. C'est pour que les cycles se mettent en place,
de manière régulière. Voilà. L'homme a besoin de régularité quand même. Voilà, donc pratiquer la méditation, ce que je disais, la méditation, la lecture, voilà, et cetera. Ce qui vous paraît, le plus reposant, le plus facile à mettre en place aussi. Et puis pratiquer des micro-siestes, donc ça c'est, plus, pendant la journée, hein. Si vous avez des petits moments de mou, où voilà, vous sentez une petite baisse de régime, n'hésitez pas à vous poser un petit peu si vous le pouvez bien sûr, hein, mais pas trop longtemps, 5-10 minutes quoi. Voilà, donc ça permet aussi de pas arriver trop fatigué le soir, puisque si on est trop fatigué, des fois c'est un peu compliqué aussi de trouver le sommeil. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième aspect, donc l'alimentation idéale du sportif, qu'est-ce que c'est? Eh ben, forcément, c'est une alimentation qui va couvrir vos besoins individuels. La naturopathie, elle est vraiment pour une alimentation individualisée. Hem, Chacun ne pourra pas manger différemment, ne pourra manger, différemment chaque jour. Voilà, en fonction de son activité, de ses besoins du moment. Ça va vraiment être une alimentation, à évaluer, à réévaluer tout le temps, en fait. Donc pareil, vos tolérances alimentaires peuvent évoluer au fil du temps. Il y a des aliments que vous pouvez tolérer un jour, que vous ne pourrez plus tolérer un petit peu plus tard, ou à l'inverse, il y a des aliments que ça va passer plus du tout, et ben, finalement le fait de mettre en place différentes choses, ah bah, finalement vous allez voir que tiens, bah, je peux en manger un petit peu quand même. Je pense par exemple, aux produits laitiers, voilà, des fois ça passe plus du tout, finalement on met en place des aménagements un petit peu. Ah bah, oui, bah, finalement le lait, je peux à nouveau en consommer. Donc une alimentation qui couvre vos besoins de sportif, donc énergétiques, hein, les calories, vraiment là on va parler de calories. Donc ces besoins-là, ils sont corrélés à votre activité physique de la journée et de la veille aussi, puisque forcément si vous faites un gros entraînement la veille, ça va impacter vos besoins énergétiques, du jour. Vos besoins en macronutriments, donc qui sont les protéines, les glucides et les lipides. On va le voir plus tard, mais c'est vraiment, typique des sportifs, hein, ces besoins-là. Et puis en micronutriments aussi forcément, donc tous les micronutriments, donc les minéraux, les vitamines, et cetera. Donc il va vraiment falloir, combler tous ces aspects-là, par l'alimentation, tous ces besoins-là en tout cas. Donc bien sûr, plus l'alimentation elle sera variée, moins vous risquez d'être en carence. Donc il faut vraiment manger idéalement de tout. Maintenant, en naturopathie, on dit aussi que la dose fait le poison. Donc, il n'y a pas un bon aliment, il n'y a pas, un aliment miracle, il n'y a pas de poison non plus. C'est vraiment une alimentation variée qui va être, la meilleure solution, pour la santé. Sauf, si pathologie ou intolérance il y a, bien sûr. Hem, donc voilà, en tant que sportif maintenant, on va vraiment mettre l'accent sur une alimentation hypotoxique. Donc, c'est quoi hypotoxique? Ça va être pauvre en toxiques forcément. Hem, donc, on va le voir plus tard, mais, en tant que sportif, vous allez générer de la toxine. Donc de manière générale, on génère des toxines, hein, l'organisme lui-même produit des toxines, des toxiques plutôt, pardon. Donc pour faire la différence, toxine, c'est, ce que produit le corps. Toxique, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc le corps va produire des toxines. L'alimentation va de toute façon vous apporter des toxiques, hein, c'est clair, mais voilà, le moins possible pour ne pas rajouter, à la charge que vous allez générer, en toxines venant de la pratique sportive. Et donc, on essaye de limiter les apports, mais on essaye aussi, en parallèle, d'apporter, des antioxydants, donc des composants qui vont aussi protéger votre organisme et qui vont venir, faire barrière aux toxiques. Donc concrètement, au quotidien, donc là, on est sur, l'alimentation quotidienne, hein, on n'est pas sur l'alimentation, sportive, on va dire, en tant que telle, sur, la veille de course ou pendant la course, hein. C'est vraiment l'alimentation au quotidien que je vous partage ici. Donc éviter l'alcool et le café,
ou au moins, en tout cas, essayer de réduire, au maximum ces boissons-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont caloriques, déjà pour l'alcool, excitantes et déminéralisantes aussi et diurétiques pour l'alcool. Donc en fait, il y a une fuite des minéraux qui peut être accélérée par la consommation trop importante et aussi, forcément une addiction, mais voilà. Limiter le sel, donc hors pratique sportive, hein, toujours pareil. Consommer donc des aliments riches en vitamines et en minéraux, donc comme je vous le disais. Apporter donc tous les oligo-éléments et les minéraux essentiels, pour venir, combler d'éventuelles carences qui peuvent être, une conséquence aussi d'une pratique sportive importante. Bien boire pour s'hydrater déjà puisque, l'effort va générer de la chaleur, donc de la transpiration, hein. On évacue la chaleur par la transpiration, donc vous allez avoir une perte en eau par la peau, par la respiration qui s'accélère. Donc il va être important de bien s'hydrater pour combler ces manques-là, pour aussi drainer les déchets, mais pas non plus trop s'hydrater puisque forcément, si vous hydratez trop, vous allez avoir, des urines plus importantes, ce qui peut amener une fuite aussi des minéraux par les urines. Donc ne pas déminéraliser, l'organisme en buvant, trop. Réduire la viande et les produits laitiers. Alors en naturopathie, on n'est pas très fan de la viande, surtout la viande rouge et des produits laitiers, surtout de vache. Pourquoi? Ces aliments sont acides, donc pas au goût, hein, forcément, mais ils ont une charge acide, importante, et aussi, voilà, tout ce qui est, l'alimentation, des animaux tels que les vaches, et cetera, n'est pas forcément, idéale. Donc on va essayer d'éviter, ou en tout cas de réduire un petit peu ces apports-là. Maintenant, on n'a pas dit de tout supprimer, hein, c'est vraiment, d'essayer de faire un petit peu attention. Les produits laitiers, si vraiment vous en raffolez, plutôt partir sur des produits de petits animaux, comme les chèvres, les brebis, voilà, plutôt que le lait de vache. Intégrer du poisson dans vos repas, au moins 2 fois par semaine. Alors 2 fois par semaine, c'est le PNNS, le Programme national nutrition santé qui le conseille comme ça, 2 fois par semaine. Ça peut être plus. Le poisson, qu'il soit poisson maigre ou poisson gras, est plein de vitamines et minéraux, notamment, des oméga 3, 6, donc c'est des acides gras, essentiels, donc surtout dans les poissons gras, oui, je vous dis. Donc ça va vraiment être intéressant, pour la membrane cellulaire, donc le fonctionnement, cellulaire, hein, les échanges entre, l'intra et extracellulaire. Ça va être intéressant d'avoir du poisson, 3-4 fois par semaine même, c'est intéressant. Consommer des produits, le moins transformés possible, donc ça, que vous soyez sportif ou non, hein, c'est vraiment, revenir à une alimentation la plus naturelle possible pour éviter, tout ce qui est sucre caché, colorants, et cetera. Les perturbateurs endocriniens sont vraiment présents, dans ces produits-là, donc essayez vraiment de pas trop aller sur ce genre de produits tout prêts, voilà, de faire soi-même aussi, c'est important. Diminuer, la consommation de sucres raffinés, donc là, je précise bien, c'est, l'alimentation quotidienne, hein, les sucres, raffinés, ou en tout cas les sucres, à IG, haut, c'est autre chose. Pendant l'effort, on en a besoin. D'acides gras saturés aussi, donc à l'inverse des acides gras essentiels, les acides gras saturés sont un petit peu, alors il faut en consommer, mais pas trop. En excès, c'est assez néfaste pour l'organisme, notamment pour les artères. Hem, donc on va les trouver, dans les graisses animales, la charcuterie, les crèmes, et cetera. Heu, voilà. Et de manière générale, donc les produits acides, justement parce que vous êtes sportif, aussi, vous devez faire attention à ça. Voilà, ça va dans le même sens, hein, que l'alimentation hypotoxique, mais les, les acides, que vous allez ingérer dans l'alimentation vont venir se mettre en supplément, des acides produits générés par la pratique,
sportive et la contraction musculaire. Donc c'est tout ça qu'il va falloir, gérer, que votre foie et vos reins vont devoir gérer. Voilà, donc il faut éviter, d'en assimiler trop par l'alimentation. Donc concevoir des repas simples, hein, ça va aussi, de pair avec les produits, consommer des produits, le moins transformés possible. Des repas simples, tout simplement, pour faciliter le travail de digestion, pour ne pas avoir 36 000 aliments, à gérer, au niveau de l'estomac et du tube digestif. Voilà, une source de protéines, une source de céréales, des fruits, enfin des fruits on va reparler, mais des légumes et puis un produit laitier éventuellement, c'est vraiment, la base et ça sert à rien de se faire un plat avec, plein de choses dedans, voilà, c'est sûr, ce sera riche, hein, en nutriments, sans doute, mais voilà, le travail de digestion derrière va aussi être important. Consommer des aliments de saison et si possible locaux, toujours pareil pour la richesse nutritionnelle, c'est important que votre organisme, consomme, ce qu'il a besoin. Donc il a besoin, de ce qu'il a l'habitude de consommer, hein. Nous en tant qu'Européens, on est habitués à un certain mode de vie, voilà, les asiatiques, ou en Amérique centrale, ce sera pas la même chose. Ils sont habitués à leurs, produits, de génération en génération. Le corps est fait pour consommer, vraiment des produits, bah, de la terre, hein. Donc faut vraiment, voilà, être là-dedans et être en phase avec ce que le corps, est habitué, enfin, pas votre corps à vous, mais le corps de vos ancêtres, hein, est habitué à consommer. Réaliser vos cuissons à basse température, ça c'est aussi très important, pas plus de 100 degrés. Pourquoi? Parce qu'au-delà, vous allez, détruire des vitamines, détruire des nutriments et il va y avoir une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard qui va se mettre en place si c'est trop chaud, et cette réaction-là, en fait, elle génère des toxiques. Voilà, donc évitez, les cuissons, trop longues et trop chaudes. L'idéal, c'est la vapeur, hein, donc voilà. Et ensuite, donc éviter de grignoter, plutôt partir sur des collations. Donc le grignotage, en fait, ça a l'action de manger, un petit peu toute la journée sans en prendre conscience. Des collations, ça va vraiment être se poser, se faire un petit repas, on va dire, hein, réfléchi, toléré aussi, hein, parce que, voilà, il y a différentes, choses qui passent pas au fur et à mesure de la journée. Mais voilà, sur, la fin de matinée ou sur, 17 heures à peu près, si vous ressentez un peu une faim ou une baisse d'énergie ou que vous avez un planning d'entraînement qui ne peut pas vous permettre d'avoir des apports, idéaux, avant de partir sur des collations et à ce moment-là, privilégier, la consommation de fruits. Pourquoi plutôt à ce moment-là qu'en fin de repas? Parce que les fruits sont essentiellement, constitués d'un sucre qui s'appelle le fructose et qui c'est un sucre fermentescible qui est très vite assimilé par les intestins. Le problème, de les consommer en fin de repas, c'est qu'ils vont venir ils vont attendre que le plat ou que l'entrée soit digérée et donc ils vont attendre, au niveau de votre intestin et c'est là qu'ils vont fermenter. Donc si vous le consommez seul, le fruit, il va très vite passer, dans l'organisme, et voilà et il y aura pas de troubles digestifs dus à ces fermentations-là. Et enfin donc, vos repas, ça doit forcément être un bon moment. Hem, Vous allez manger, des choses que vous aimez, dans le calme, sans être stressé. Vous allez manger selon votre appétit et aussi alors ça aurait pu être l'objet vraiment d'un conseil à part, mais mastiquer. La digestion commence par la mastication, ça commence vraiment dans la bouche. C'est là que vos enzymes, digestives vont se mettre en place. Vos dents vont aussi, découper les aliments, donc pour après faciliter le travail de digestion, dans l'estomac et dans les intestins. Donc vraiment mastiquer, ça permet de bien décanter tout ça, de bien sentir, tous les arômes, les saveurs, donc c'est vraiment important, que ça soit pour la digestion et puis pour, la satiété et puis le plaisir aussi de manger forcément, voilà. Donc vraiment mastiquer, c'est important et je ne l'ai pas rajouté, mais on peut aussi, envisager la consommation,
de probiotiques. Donc les probiotiques, c'est des aliments, qui vont faciliter, l'absorption des nutriments et qui vont favoriser, le fonctionnement de vos intestins. Donc en fait, les probiotiques, c'est des bactéries qui vont venir, se fixer sur, la paroi intestinale et qui vont, être vos amis, hein. On a des bactéries pathogènes, mais on a aussi énormément de bactéries amies qui vont faciliter le travail de digestion. Donc ingérer des probiotiques, ça va venir un peu réensemencer cette, flore intestinale-là, et donc faciliter aussi, bah, l'absorption des nutriments. Donc voilà, il y a tous les processus après qui se mettent en place par rapport à ça. Et donc on va les trouver, où? Donc il peut y avoir des probiotiques, tout faits, les labos, en proposent, mais ils vont aussi se trouver, dans l'alimentation, donc les yaourts, le kéfir, donc c'est une boisson fermentée, le tempeh, la lactofermentation aussi des légumes va en apporter, voilà. Donc la choucroute aussi, donc c'est vraiment, des aliments, intéressants, d'un point de vue nutritionnel, enfin pour faciliter en tout cas l'absorption, de la nutrition et faciliter la digestion. Donc comment bien, composer votre assiette de sportif? À vous. Voilà un petit peu, les différentes familles de produits, oui. Donc fruits et légumes, on va partir sur à peu près 20. Les graisses, bonnes graisses, hein, donc les graisses, végétales, les huiles végétales, pardon, les oléagineux, vont représenter à peu près un quart de vos apports. Tout ce qui est protéines, 15. Donc protéines, différentes sources de protéines, hein, que ça soit végétales ou animales. Les légumineuses, donc c'est une bonne source de protéines. Les céréales, donc 35, hein, c'est la plus grosse famille et puis éventuellement, les produits laitiers aussi, à 5. Donc ça, c'est un tableau qui est un petit peu poussé, mais c'est un petit peu pour vous faire prendre conscience de l'apport en glucides, enfin et en protéines, mais surtout en glucides, et la variation de cet apport-là, dans l'alimentation, dans votre régime de sportif. Dernière ligne, vous voyez qu'un sédentaire, une personne sédentaire va, avoir, enfin en tout cas les recommandations, c'est un peu moins de 1 gramme de glucides par kilo de poids. Donc par exemple, quelqu'un qui va peser 60 kilos, heu, il va consommer un petit peu moins de 60 grammes de glucides par jour et pareil un petit peu moins d'1 gramme de protéines, pardon, par jour. Et vous allez voir donc donc ça augmente, hein. 1re ligne, si on est sur une journée, avec une charge d'entraînement élevée, donc entre 3 et 6 heures d'entraînement par exemple, hein, ou on peut dire aussi intensité modérée ou haute, on va passer sur entre 11 et 10 grammes par kilo, entre 9 et 11 grammes pardon, de glucides par kilo de poids. Donc la personne de 60 kilos qui aura, si elle est sédentaire, elle va consommer moins d'1 gramme de glucides, elle va passer à 600 grammes de glucides sur une journée à charge élevée en entraînement. Les protéines, ça va augmenter aussi, hein, ça va à peu près doubler, on va dire, entre une personne sédentaire et une personne qui s'entraîne sur une charge élevée, de un peu moins de 1 gramme par kilo de poids, on passe à 2 grammes par kilo de poids. Donc vous voyez que bon, les protéines ça augmente, mais vous voyez que le besoin glucidique, par jour, en fonction de votre charge d'entraînement, il est vraiment, très variable. Donc ça, on est sur une alimentation quotidienne, au niveau des repas, mais ça concerne aussi l'alimentation de l'effort, hein. Si vous prenez une boisson de l'effort pendant votre sortie, forcément, voilà, l'apport en glucides, il va être aussi présent à ce niveau-là. Je vous mets donc quelques exemples un peu pour vous rendre compte, hein, de la teneur en protéines et puis après en glucides de certains aliments. Donc vous voyez pour 100 grammes de blanc de poulet cuit, on est sur 33 grammes de protéines. Voilà, les lentilles aussi, vont vous apporter, pour 100 grammes, 72 grammes de protéines. Donc il y a différentes sources possibles, hein, à varier forcément aussi au fur et à mesure des jours. Et puis, là, c'est des exemples, d'aliments, de quantité d'aliments qui vont vous donner 30 grammes de glucides. C'est arbitraire, hein, 30 grammes de glucides, mais voilà, une demi-pomme, ça fait 30 grammes de glucides, un gros pamplemousse
une grande banane, voilà, 30 grammes de gruau d'avoine, 2 pâtes cuites aussi vont vous apporter, 30 grammes de glucides, 120 grammes de patates douces, voilà, 400 millilitres de lait, donc c'est un petit peu pour vous donner des exemples sur quoi manger, finalement, et un peu adapter en fonction de votre, pratique, quotidienne, bah, vos apports au quotidien. Donc forcément, vous n'êtes pas obligé, voilà, de tout peser, mais c'est un petit peu pour vous donner un exemple et vous faire prendre conscience que vraiment au quotidien, il faut adapter, toujours, ben, vos apports, quoi, vraiment. Concernant les lipides, hem, alors on va surtout être sur, ce qui est important en fait, c'est surtout le ratio donc on l'a dit, pas consommer de graisses saturées, hein, partir plutôt sur des acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés. Donc, les oméga 6 et oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Ils sont essentiels puisque le corps ne les génère pas, et donc le ratio idéal, ça va être 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et ce qui revient à de nos jours à augmenter un peu la quantité d'oméga 3, enfin même beaucoup, la quantité d'oméga 3 versus, oméga 6. Voilà, ils sont essentiels tous les 2. Le souci, c'est que enfin le souci, c'est pas le souci, mais en fait, ils marchent ensemble, c'est-à-dire ils se font concurrence à l'absorption, et en fait, c'est les oméga 6 qui sont absorbés, de manière, heu préférentielle par rapport aux oméga 3, et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Donc c'est important l'inflammation, hein, voilà, si vous avez une plaie, c'est par, l'inflammation que la plaie va se soigner, mais voilà, il faut aussi quand même, un petit peu faire attention à votre quantité d'oméga 3. Donc comment faire? Eh ben, tout simplement pareil, là il faut varier les sources d'acides gras, donc faut lire les étiquettes, hein. Quand vous allez en magasin, c'est marqué, hein, acide gras, enfin acide gras, polyinsaturé, monoinsaturé ou source d'oméga 3. Faut savoir que, les, fabricants de tout produit, hein, les fabricants sont obligés de mettre certaines mentions ou de ne pas mettre justement certaines mentions sur leurs emballages. Donc si vous voyez vraiment, heu, source d'oméga 3, c'est que, voilà, il faut vous référer à ça, hein. Mais le mieux, c'est quand même d'aller voir, l'analyse nutritionnelle qu'il y a, en général derrière en petit. Donc quelques bonnes sources alimentaires, d'oméga 3, donc on l'a dit, les poissons gras, on en a parlé, les crustacés, les avocats, les œufs, les épinards aussi sont une bonne source. Hem, mais les huiles aussi forcément, hein, donc pour les huiles, l'idéal c'est de choisir, des huiles vierges de première pression à froid. Donc ça, en général, ça se retrouve, facilement, hein. Elles sont quasiment toutes maintenant de première pression à froid, donc qui n'ont pas connu de chauffage, pendant leur fabrication, donc qui ont gardé toutes leurs propriétés nutritionnelles. Donc toutes les huiles ne se chauffent pas. Par exemple, l'huile de colza ne va pas se chauffer. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en oméga 3, et les oméga 3 se détruisent à la cuisson. Donc, si vous voulez les cuire, plutôt que de cuisiner au beurre, privilégiez donc, certaines huiles, donc comme l'huile d'olive, l'huile de coco ou l'huile d'arachide. Donc là, qui vont garder, quasiment toutes leurs propriétés nutritionnelles, à la cuisson. Et aussi donc les oléagineux, on en a parlé, mais c'est une bonne source d'oméga 6, donc d'acides gras polyinsaturés. Donc, pareil, là, il va falloir varier aussi vos noix, noix de pécan, noix du Brésil, noix de cajou, amandes, noisettes, et cetera. Les noix, tout simplement aussi, sont intéressantes. Voilà, donc pour un petit peu faire le point sur, l'alimentation, on est sur une alimentation individualisée, variée, qui s'adapte, pas en temps réel, mais au jour le jour, en tout cas, à votre, charge d'entraînement, surtout en termes de glucides, hein, on l'a vu, et aussi, hypotoxique. Voilà, vraiment pour ne pas surcharger l'organisme qui est déjà chargé, de par la pratique sportive. Ensuite, l'immunité, hem, donc il faut savoir qu'en tant que sportif, votre immunité, elle va être, mise à rude épreuve.
par les conditions climatiques, donc ils vont pouvoir, donc surtout en extérieur, hein, forcément, par l'effort physique en tant que tel. Donc ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait la contraction musculaire va générer des toxines. Les muscles à l'effort vont se contracter, se relâcher, ça va, détruire des molécules, ça va donc ces molécules-là vont perdre un électron, donc ça c'est au niveau, chimique, hein. Hem Et du coup, ça va devenir un petit peu ce qu'on appelle des radicaux libres, donc des particules un petit peu instables qui vont vouloir aller se fixer sur d'autres cellules, et donc qui vont un peu les agresser. Donc ça génère des toxines, ça va un petit peu agresser les cellules, hem et donc en trop grande quantité, ça va endommager ces cellules-là. Donc il va falloir, faire attention, à drainer, à nettoyer aussi, l'organisme de ces toxines-là, et donc ça va impacter forcément, l'immunité. L'afflux sanguin aussi dans le système digestif va, varier en fait, pendant votre, activité sportive, enfin physique, hein. En fait, pendant l'effort, vos muscles vont avoir besoin d'oxygène pour fonctionner. L'oxygène, c'est un peu l'électricité de vos muscles, enfin le carburant de vos muscles, ce qui va permettre la contraction musculaire. Donc forcément, il va y avoir un apport en oxygène qui va être nécessaire, qui va être plus important qu'au repos, et cet oxygène-là, il va être convoyé, par le sang. Vous allez avoir votre, capacité respiratoire qui va être augmenter, donc l'apport en oxygène va venir par les poumons, et après cet oxygène-là, il va passer dans le sang et il va aller là où il y en a besoin, donc dans vos muscles, et donc à l'effort, le système digestif, il est un petit peu mis, de côté par, la circulation sanguine, hem et donc après cela, quand l'effort s'arrête, il va y avoir donc une redistribution, du flux sanguin. La régulation va se remettre en place, et donc il va y avoir un afflux sanguin. Le système digestif a été un peu, supprimé, alors pas supprimé parce qu'il y a toujours du sang, mais amoindri en sang, et là, le sang va revenir dans le système digestif. Ce phénomène-là, ça s'appelle l'ischémie-reperfusion, donc le fait d'enlever, enfin de réduire le volume sanguin et de le réinjecter, autour du système digestif, et le problème, c'est que, ce phénomène-là, en fait, ça va représenter un stress pour vos cellules, entériques, les cellules de l'intestin, à force de venir, un peu modifier comme ça l'afflux sanguin. Vous allez avoir un phénomène d'agression un petit peu de ces cellules-là, et il peut y avoir, sur le long terme, ou alors sur le long terme dans votre pratique, hein, ou sur le long terme sur une même séance, une porosité intestinale, ou en tout cas une fragilité intestinale qui va peut-être se mettre en place, au niveau des intestins. Et donc en quoi c'est lié, au système immunitaire? Tout simplement parce que le 80 des cellules immunitaires se retrouvent dans l'intestin. Donc voilà, il y a des recherches qui sont menées depuis plusieurs années maintenant, hein, sur les intestins. On sait qu'on appelle les intestins le deuxième cerveau, hein. Il y a énormément de neurones, qui sont présentes dans l'intestin, mais il y a aussi, voilà, énormément de cellules immunitaires, qui sont présentes. Donc voilà, les conditions climatiques liées, au phénomène, biologique de génération des toxines, et cette ischémie-réperfusion, du système digestif va, faire, que le système immunitaire est beaucoup plus sollicité, chez vous, sportif, que chez une personne, sédentaire. Donc comment faire pour, faire en sorte que l'immunité soit la meilleure possible? Il y a plein de solutions, envisageables. Là, j'en ai retenu 3, ce qui me paraissent les plus, simples à mettre en place, enfin, en tout cas, dans un premier temps, et efficaces aussi, en première intention voilà, d'une prise en charge de l'immunité.
Donc l'alimentation, les produits de la ruche, on va les voir, et puis les plantes aussi qui peuvent faire beaucoup. Donc à savoir qu'on n'en a pas parlé, mais dans les outils du naturopathe, les plantes sont énormément, énormément conseillées et pour énormément de choses. Vraiment, c'est un gros soutien naturel, pas forcément inoffensif, mais naturel pour l'organisme. Donc l'alimentation, on en revient toujours là, hein, c'est vraiment ce que vous ingérez, ça va vraiment être la base de comment le corps va fonctionner, hein. Donc la meilleure source de vitamines et de minéraux nécessaires à l'organisme et à l'activité et à l'activation pardon, du système immunitaire, ça va être votre alimentation. Voilà, le corps va pouvoir générer des choses, des enzymes, et cetera, ou même des vitamines, par l'apport de vitamines ou de précurseurs en tout cas, initiaux. Mais vraiment la source, initiale, ça va vraiment être, l'alimentation. Donc comment, faire et comment orienter son alimentation pour avoir une immunité la meilleure possible? On va aller chercher des minéraux et des vitamines, spécifiques. Donc évidemment, on va avoir le plus de minéraux et le plus de vitamines possible, mais voilà, j'en ai retenu vraiment 3 qui sont vraiment essentiels pour l'immunité. La première, c'est le zinc. Donc à chaque fois, je vais vous donner un petit peu des fonctions. C'est pas l'entièreté du tout des fonctions de ce minéral ou de cette vitamine-là, mais c'est vraiment spécifique à l'immunité. Donc le zinc va permettre, la réparation de l'ADN, hein, de notre code génétique. Pardon. Il va aussi pouvoir moduler les réponses, du système immunitaire, et il va aussi stabiliser les membranes cellulaires, et des membranes cellulaires, stables qui vont permettre le passage de certains composants et faire barrière à d'autres, et ben, ça permet le bon fonctionnement cellulaire, et donc forcément le bon fonctionnement de l'organisme tout entier. Donc le zinc, où est-ce qu'on va le trouver? Dans l'alimentation, on va surtout être sur des fruits de mer, les huîtres en ont aussi, beaucoup, les viandes, et puis, le thym aussi comme aromate, c'est intéressant de consommer du thym pour son apport en zinc. Ensuite, donc assez connu, je pense, la vitamine C, hein, donc parmi toutes ses fonctions, elle a une grande fonction de défense générale de l'organisme et de protection par rapport aux infections. Elle va permettre le métabolisme des acides aminés. Donc acides aminés, ce sont des composants des protéines. Hem, donc protéines qui sont là pour, ce sont les bâtisseurs, hein, de nos cellules et de nos organes. Donc vraiment c'est indispensable d'avoir des bonnes protéines. Encore faut-il qu'elles passent la membrane cellulaire. Donc voilà, et donc qu'elles soient aussi métabolisées par les intestins. Donc la vitamine C aide à ce niveau-là. Et la vitamine C va aussi piéger les radicaux libres, donc ce sont les fameuses toxines dont on parlait tout à l'heure, les molécules qui ont perdu un électron là, qui veulent se greffer un peu partout. Donc la vitamine est antioxydante, à ce niveau-là, donc elle protège l'organisme de ces radicaux libres-là. Alors où est-ce qu'on la trouve? Eh ben, fruits et légumes, hein. Donc voilà, les fruits rouges comme les groseilles, les fraises, tout ce qui est, agrumes, l'acérola aussi, c'est un super aliment très antioxydant, l'acérola. Dans les kiwis aussi, et puis après donc les légumes comme les choux, brocolis, poivrons, voilà, les pommes de terre, et puis le persil, également en est une bonne source. La vitamine E, donc vitamine qui participe à l'assimilation, du fer, qui équilibre aussi le cholestérol, qui va venir donc protéger, le système, cardiovasculaire. Elle participe aussi, au bon fonctionnement, et à l'augmentation des défenses immunitaires, donc de la réponse immunitaire, hein, et puis va être aussi antioxydant, donc piéger les radicaux libres. Là, on va retrouver, la vitamine E, dans les oléagineux, hein, les noisettes, les amandes, germes de blé aussi, c'est intéressant de consommer. Donc germes de blé, c'est facile, hein, à mettre en place dans l'alimentation, sous forme de paillettes, hein. On va venir saupoudrer, les salades, les soupes, les purées, les yaourts de germes de blé. Ça donne un petit bon goût en plus,
côté noisette qui est intéressant. Et voilà, c'est une bonne source de vitamine B aussi, très importante pour le sportif dans le fonctionnement musculaire. Donc, germe de blé, très intéressant. Les végétaux à feuilles vertes aussi sont une bonne source de vitamine E, les céréales complètes, et puis l'huile de foie de morue aussi, pas forcément bonne au goût, mais très intéressante à ce niveau-là, protection. Voilà, donc en gros, l'immunité, ça se construit d'abord dans l'assiette, hein, vraiment, là, c'est la prévention, mais c'est vraiment par là qu'on se protège et qu'on met en place, de bonnes défenses immunitaires. Les produits Laruche, donc c'est, un petit focus, hein, là-dessus. Hem, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui est facile à trouver, un peu partout, à consommer aussi au quotidien. Puis c'est sympa, c'est bon, hein, donc c'est intéressant d'en consommer. Donc le plus connu, ça va être le miel, qui va stimuler l'immunité, va prévenir des infections. Il va aussi être intéressant, sur, la gestion du stress, si vous êtes nerveux et puis si vous avez des petits problèmes d'endormissement ou d'insomnie, ça va aider aussi, hein. Hem, En termes de fatigue, de convalescence aussi, voilà, l'anorexie. Il va être aussi intéressant, dans les affections cutanées, donc même en application, locale, hein. Il va pouvoir protéger et nourrir les tissus. Les maux de gorge, hein, c'est connu, une petite cuillère de miel, ça apaise tout de suite, la toux aussi, voilà, et tout ce qui est trouble de la digestion comme la constipation, ça va aussi être intéressant. Donc le miel, je le rappelle, c'est, le produit, fabriqué par les abeilles, hein. La gelée royale, c'est le produit fabriqué par l'abeille, la reine des abeilles. La gelée royale, donc ça va réduire les symptômes de la ménopause, donc voilà, pas forcément, dans notre cas, aujourd'hui, de sportif, mais voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Diminuer le taux de cholestérol, renforcer l'immunité, donc prévenir les rhinites, soigner les ulcères, et pareil, ça va aussi, être intéressant, dans la lutte contre la fatigue et contre le stress. La propolis, donc c'est un petit peu moins connu. La propolis, c'est la gelée, qu'il y a sur les bourgeons, de plantes ou de jeunes pousses, et en fait, c'est récupéré par les abeilles et qui l'importent dans leur ruche et qu'elles utilisent, les abeilles l'utilisent pour la construction de la ruche et la protection de la ruche. Donc ça va aussi, être intéressant pour l'homme, au niveau de l'immunité, des affections ORL, hein, angine, rhume, rhinite. Au niveau aussi, de la peau, ça va, apaiser les plaies, les brûlures. L'eczéma ou l'acné va aussi pouvoir être intéressant de traiter, avec, de la propolis, des herpès, et au niveau buccal aussi, on va y trouver, des bienfaits, avec, un soulagement des caries, des aphtes, des gingivites, pardon, et aussi, dans un traitement au rayon, donc ça va être aussi intéressant d'accompagner ces traitements-là par la propolis. Et le pollen, donc le pollen, pas le pollen, auquel on peut être allergique, hein, c'est le pollen, c'est des petites bouloches, on va dire. Je trouve pas le mot, mais des petites toutes petites boules, qui vont être intéressantes aussi de consommer dans des yaourts, voilà, dans des salades, dans des préparations. Elles améliorent les performances physiques, donc ça peut être intéressant aussi pour vous sportifs. Elles vont être aussi, bénéfiques pour les troubles digestifs et les troubles de la croissance. Voilà, donc c'est, pas indispensable, hein, ces produits de la ruche-là, mais c'est, voilà, c'est intéressant d'en faire, des cures, automne, voilà, automne et hiver, ça peut être intéressant de se protéger un petit peu, à ce niveau-là, par ces produits-là. Ensuite, les plantes, donc les plantes, c'est tout un monde. Il y a énormément de plantes.
qui peuvent traiter, enfin qui pas traiter, on ne dit pas traiter en naturopathie, qui peuvent accompagner des troubles dont l'immunité, hein. Donc il y a énormément de plantes qui peuvent être bénéfiques. Du coup, il y a quand même un choix énorme. Donc le principe d'un naturopathe, c'est vraiment de vous conseiller ce qui est le plus adapté pour vous à un moment, au moment de votre besoin. Donc, demandez conseil, hein. Si vraiment je peux vous passer un message par rapport aux plantes, c'est de demander conseil, de ne pas vous consommer des plantes comme ça parce que vous avez vu sur internet que c'était intéressant. Il y a beaucoup de contre-indications aux plantes. Donc voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Les huiles essentielles, c'est un produit qui est concentré, donc ça va faire effet, hein, c'est le but, mais le bon effet à la bonne personne, c'est important. Donc voilà, faites-vous accompagner avant de consommer des plantes, voilà. J'en mets quelques-unes ici, donc qui sont vraiment typiques de soutien à l'immunité. Donc la cérola, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est un super aliment, mais donc c'est donc une plante, hein. Elle va être intéressante pour gérer la fatigue générale ou la fatigue intellectuelle et en prévention des maladies hivernales. Entre autres, hein, tout ça, c'est entre autres. Là, je vous ai mis vraiment ce qui concerne l'immunité. L'échinacée, donc c'est une petite fleur aux pétales roses. Elle est immunomodulatrice, donc elle va permettre donc, comme son nom l'indique, hein, de moduler la réponse immunitaire, protéger contre les virus. Elle va aussi permettre au bon fonctionnement de la rate, donc la multiplication et l'augmentation des cellules de la rate. Transformer les lymphocytes B. Donc les lymphocytes, c'est les globules blancs, hein. Donc c'est eux qui vraiment les petits soldats, hein, de vos défenses immunitaires. Donc ça va vraiment être important qu'ils soient présents en quantité et efficaces. Voilà, donc l'échinacée, elle est aussi antibactérielle, antivirale, antifongique, donc contre les champignons, antiparasitaire, anti-inflammatoire. Et voilà, elle va être intéressante sur les infections broncho-pulmonaires, etc. Les pépins de pamplemousse, donc extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, donc moi, ça fait plusieurs semaines là que j'en prends, hein, vraiment, c'est mon allié de l'hiver. Une petite dose tous les matins. C'est très antioxydant, ça contient des flavonoïdes, donc voilà, ça protège les cellules du vieillissement et ça stimule le système immunitaire. Ça va aussi aider aux troubles digestifs. Sur les infections respiratoires, ça va être intéressant aussi, infections urinaires ou génitales ou même de la fatigue chronique. Le reishi, donc c'est une plante adaptogène. Donc les plantes adaptogènes, il y en a plusieurs, on en découvre de plus en plus. Ce sont des plantes en fait qui vont adapter leur action en fonction de ce qu'elles vont trouver. C'est-à-dire que vous allez avoir un besoin qui va être propre à vous, ben, la plante elle va s'adapter à votre besoin et elle va pas faire le même effet chez une autre personne. Mais globalement, elles vont, en tout cas les plantes adaptogènes, elles vont gérer tout ce qui est stress. Mais elles vont s'adapter un petit peu à la personne. Donc gérer le stress, d'accord, mais voilà, tout ce qui est un petit peu global autour de ça, voilà, ça va un peu s'adapter au terrain de la personne. Donc elles vont être stimulantes sur la réponse immunitaire. Elles vont aussi avoir une activité contre les gènes, hein, les antigènes. Elle va protéger votre foie, hein, donc hépatoprotectrice, protection du foie, neuroprotectrice, donc au niveau des neurones, action antioxydante, hein, donc elle augmente l'activité des antioxydants, donc le glutathion peroxydase, la sode, la S-transférase, ce sont des substances antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-allergiques, anti-agrégantes plaquettaires. Elle lutte contre la fatigue, voilà, elle favorise la fortification de manière générale. Et voilà, elle va venir aussi calmer les esprits anxieux, les phases voilà, intéressantes en phase de stress. Donc c'est des plantes à action longue
voilà, on ne va pas les conseiller sur quelques jours, hein, c'est vraiment sur des périodes de plusieurs mois qu'on va conseiller les plantes adaptogènes, mais elles sont vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Donc ça, ces plantes-là, on va les conseiller plutôt en prise directe, par exemple pour les pépins de pamplemousse, l'échinacée aussi, voilà, l'acérola aussi. On peut aussi les consommer en infusion, en décoction, et cetera. Donc il y a plusieurs prises possibles. Heu, voilà, donc l'idéal, c'est pareil, c'est de se faire conseiller, hein, vraiment sur la plante, la posologie de la plante, le mode, de consommation de la plante. Les huiles essentielles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des huiles, c'est vraiment l'essence même de la plante, donc c'est très concentré. Donc pareil, se faire conseiller sur la posologie, et le mode d'application. Hem, Faire des tests si vous l'appliquez, sur votre peau, faire des tests, allergiques, donc faire sur le pli du coude en général, on dit, de mettre quelques gouttes vraiment sur le pli du coude, d'attendre un petit peu, voir comment ça se passe et si vraiment vous n'avez pas de réaction, dermatologique, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas allergique, mais voilà, vraiment faire un petit test avant. Donc je vous en ai mis 4. Il y en a plus, hein, voilà, mais voilà, les 4 qu'on peut recommander. La joanne, donc immunostimulante, anti-infectieuse aussi, antivirale, antifongique, et cetera. Hem, L'huile essentielle d'eucalyptus radié, donc ça, on peut le mettre en diffusion, par exemple, dans la chambre, hein, avant de se coucher. Attention aux enfants quand même dans les chambres d'adultes, hein. Donc efficace, sur les infections des voies ORL. Elle est expectorante, donc ça, expectorante, on peut se faire une petite, inhalation humide, hein. Vous mettez, quelques gouttes, dans de l'eau chaude, à respirer, au-dessus d'un bol là, avec une serviette, sur la tête et ça va vous soulager au niveau des sinus. Donc décongestionnante, hein, des affections, des pharynx. Voilà, donc je fais pas vous pouvez lire comme moi, hein, antiseptique, antifongique et cetera. Ravinsara, pareil, très intéressant sur le système immunitaire. C'est un antiviral exceptionnel, il est aussi, neurotonique, stimulant, mais il induit aussi le sommeil. Voilà et aussi décontracturant musculaire, intéressant. Le vétiver, donc pareil, immunostimulant, phlébotonique, lymphotonique, donc la lymphe, hein, c'est une des humeurs, hein, qu'on a vues au départ, la lymphe, si elle circule pas, c'est voilà, c'est des déchets qui ne s'évacuent pas, donc c'est intéressant de mettre en place des systèmes, pour drainer la lymphe, donc le vétiver en est un. Voilà, elle est relaxante, calmante, antiseptique, anti-inflammatoire. Voilà, donc il y en a d'autres, hein. Là, je vous en ai mis 4. Il peut y avoir, comme je vous mets, la lave en aspic, le pin, le niaouli, et cetera. Il y a des algues aussi, comme la spiruline ou la chlorelle, qui peuvent être intéressantes, très riches en plein de choses, hein, en vitamines, en minéraux, donc intéressantes, au niveau de l'immunité aussi. Heu, voilà, à consommer, au quotidien, pareil. L'idéal, c'est de varier à ce moment-là aussi. Voilà, donc les huiles essentielles, on peut les utiliser par olfaction, donc à respirer, diffusion, donc à laisser, à placer dans une pièce ou sur un coton, un mouchoir ou bien dans un diffuseur. Application cutanée, donc vraiment, sur la peau, par voie interne, donc à consommer, à boire, hein. Heu, mais voilà, le primordial, vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est, bien se renseigner sur les dosages, les contre-indications, la posologie, quelles huiles à prendre à quel moment et il peut y avoir des synergies, donc des mélanges d'huiles à faire. Voilà, donc c'est important de savoir quelles huiles vont avec lesquelles. Tout ça, les plantes, ça peut être en préventif ou en curatif. Voilà, donc c'est pas la peine d'attendre d'être malade, vous pouvez les consommer, ou en faire appel à elles, au quotidien. 4e, point, et dernier point, donc la gestion de vos émotions. Donc, globalement du stress, hein, vraiment quand on parle des émotions, on parle de stress. Il peut y avoir la colère aussi, la tristesse, la peur, et cetera. Mais là, on va surtout parler de stress.
Heu, il faut savoir que le stress, heu, c'est positif comme négatif. C'est un phénomène normal, c'est un phénomène biologique, hormonal, et il faut savoir aussi que vous, en tant que sportif, vous allez être plus soumis à enfin, différemment soumis au stress que d'autres personnes. Je vais m'expliquer après, mais hem, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que, gérer ses émotions pour gérer ses émotions, super, c'est intéressant en soi, mais là, l'idée, c'est d'être en meilleure santé, d'être dans une situation de bien-être, et donc il faut comprendre que, le mental, la gestion de son mental, ça va impacter vraiment le physique. Ça, c'est des choses qui sont prouvées. En naturopathie, voilà, on dit vraiment: «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime», donc tout ce qui ne n'est pas dit ou verbalisé va s'imprimer sur le corps, heu, donc il va mener à des symptômes, voire des pathologies. Voilà, donc les paroles, les pensées, les actes peuvent impacter le corps, d'où l'intérêt d'extérioriser ce qu'on ressent, de différentes manières, hein, comme on peut. Mais voilà, c'est vraiment important, pour le bien-être, physique de gérer son psychisme. Donc le système nerveux, va générer donc des neuromédiateurs, hein, donc ça c'est la chimie, et ces neuromédiateurs vont s'impacter les uns les autres à tout niveau, hein, tissulaire, organique, systémique. Donc une émotion mal gérée va avoir une conséquence biologique sur l'ensemble de l'organisme. Il est prouvé aussi scientifiquement, il y a des études qui ont été menées, que méditer, donc la pratique de la méditation active la télomérase, donc c'est l'allongement des télomères. En fait, les télomères, ce sont les petits bouts, l'extrémité en fait de nos chromosomes, donc de nos gènes, hein, et plus ces télomères sont longs, plus on est susceptible de vivre longtemps, et donc activer la télomérase, ça permet aux télomères de s'allonger, et ça a été prouvé, voilà, que la méditation, participe à cet allongement-là. Hem, donc on voit aussi, ça a été prouvé, sur l'animal, notamment sur l'homme aussi, que le stress a des conséquences sur énormément de pathologies, physiques, hem et du coup, même des pathologies, auto-immunes, hein. Du coup, il y a beaucoup de centres médicaux maintenant, qui vont, intégrer, des exercices de gestion du stress, qui vont, prendre en compte l'aspect mental des patients, hein. Donc la méditation, ça peut être, un outil, la sophrologie, des exercices de respiration aussi peuvent être un outil pour gérer son stress ou gérer ses émotions. Voilà, et en fait, on se rend compte, que nos gènes finalement, sont impactés par, la gestion de nos émotions. En fait, c'est l'épigénétique, c'est, le champ d'application enfin d'études en tout cas de ça, c'est qu'on se rend compte que les gènes peuvent être modifiés. C'est une modification, elle peut être, réversible, hein, dans un sens comme dans l'autre. Elle peut être transmissible, donc vos parents ont pu vous transmettre, des gènes modifiés. Vous allez pouvoir modifier vos gènes et vous allez pouvoir transmettre cette modification de gènes, et donc adaptative aussi, voilà, à l'environnement en fait. Donc le fait de dire, «J'y peux rien, c'est génétique», ou être un peu fataliste par rapport à ça, non, c'est pas vrai. Bien sûr, oui, il y a une part de génétique qu'on ne pourra pas modifier, mais faut savoir que, voilà, l'environnement et la gestion de notre psychisme va, pouvoir, être influencé enfin les gènes en tout cas vont être influencés par le psychisme. Alors, pour commencer sur, la gestion du stress, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le stress? Hein? Pour bien, pouvoir lutter contre, même si on va voir que contre, c'est pas forcément le terme vraiment, adapté, il va falloir comprendre, d'où ça vient.
En fait, le stress, c'est une réaction hormonale. C'est un mécanisme de défense que les glandes endocriniennes, donc les glandes qui vont produire des hormones, vont mettre en place en réaction à une situation donnée. Vos organes sensoriels vont capter des informations, des odeurs, des bruits, une situation visuelle qui va faire réagir vos glandes endocriniennes, donc l'hypothalamus, l'hypophyse, qui sont dans le cerveau, sont les glandes endocriniennes du cerveau, qui vont être alertées parce que les sens remontent, les signaux des sens, et vont réagir, vont se mettre à produire des hormones, la noradrénaline et l'adrénaline. Donc c'est une première phase du stress, en fait, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Donc pour un exemple, vous traversez la route, vous traversez une route et il y a une voiture qui vous arrive à toute berzingue en face. Vos oreilles vont entendre le bruit, vos yeux vont voir la voiture. Là, votre système endocrinien va se mettre en place, l'hypothalamus, l'hypophyse, ding-dong va solliciter, va produire énormément d'adrénaline, c'est la panique. Et en fait, c'est le premier stade du stress. La décision va être au niveau cérébral de deux façons. Enfin, il va y avoir deux réactions possibles, la fuite ou la lutte. Donc, je fuis, je traverse vite fait la route et je me mets en sécurité, ou je lutte, j'essaye d'arrêter la voiture. Mais voilà, grosso modo, il va y avoir une décharge hormonale au niveau du cerveau qui va vous pousser à agir dans une fraction de seconde, quoi. La fréquence cardiaque va augmenter très très vite, la pression artérielle aussi va augmenter, le rythme respiratoire également. Voilà, donc ça c'est le premier stade du stress. Là on voit que forcément c'est pas forcément négatif, hein, parce que s'il n'y a pas de réaction, bah, vous restez sur place, la voiture elle vous roule dessus, vous êtes mort. Voilà, c'est quand même un réflexe primaire, et de toute façon vous n'y pouvez rien, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas forcément négatif. Par contre, il peut y avoir un deuxième stade au stress, c'est la phase de résistance, où là, le facteur de stress, l'agression va se prolonger. L'organisme va devoir s'adapter forcément, parce qu'on ne va pas rester en situation de fuite ou de lutte pendant des heures, des jours. L'organisme doit s'adapter, doit pouvoir se calmer, et pour cela, c'est donc l'hypothalamus et l'hypophyse qui vont donner le signal à d'autres glandes endocriniennes de se mettre en place, les surrénales donc, et donc les surrénales vont produire le cortisol, qui est une autre hormone. Donc les surrénales, ce sont deux petites glandes qui sont placées donc sur les reins, hein, d'où leur nom surrénal, et donc vont produire cette fameuse hormone de stress, l'hormone du cortisol. Et le cortisol va avoir pour but de faire revenir le corps à un état de calme relatif, de calme relatif. Mais l'idée, c'est d'activer le système parasympathique et donc de calmer tous les indicateurs qui sont montés dans le rouge, la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, etc. Voilà, donc ça, c'est la phase de résistance. Troisième phase, le cortisol, il n'est pas produit comme ça tout le temps sans limite, hein. Le cortisol, à un moment donné, il va s'épuiser. Les surrénales ne vont plus réussir à ramener l'équilibre, voilà, elles seront à bout de souffle, il n'y aura plus l'hormone, et donc c'est là que vont apparaître les symptômes du stress pathologique. C'est là où on est dans la contraction des muscles, modification d'humeur, voilà, des difficultés d'endormissement. C'est vraiment les symptômes qui arrivent. Ça, c'est les premiers symptômes, hein. Ça peut aller évidemment bien plus loin. À l'extrême, on va parler de burn-out, mais c'est vraiment le cortisol est épuisé. C'est la troisième phase du stress, l'épuisement total hormonal. Voilà, donc je rappelle, enfin c'est pas un rappel, mais je voudrais quand même vous faire prendre conscience
que le stress, c'est quelque chose qui est très individuel. Bien sûr, s'il y a une voiture qui vous arrive en face, tout le monde va réagir de la même façon. Maintenant, s'il y a une situation qui vous dérange, vous allez réagir de manière différente. Je prends un exemple, hein, mais vous êtes au travail, les conditions de travail sont difficiles, votre patron vous demande trop de travail, vos collègues sont bruyants, ou voilà, etc. Chacun va réagir différemment à une situation donnée. Donc le stress, c'est quelque chose qui est à la fois, on l'a vu, biologique, et, et voilà, et le corps réagit de manière automatique, et vous n'y pouvez rien. Par contre, les facteurs stressants vont être différents pour chacun. Pas forcément dans la phase d'alarme, hein, je reviens encore là-dessus, mais surtout dans la phase de résistance et d'épuisement, il y a certaines situations qui vont demander beaucoup de production de cortisol à l'organisme, pour certains, et pour d'autres, la même situation, elle va pas du tout être stressante, hein. Par exemple, s'il y a une charge de travail trop importante au boulot, il y a certains que ça va motiver, que ça va vraiment, ils vont être à fond dedans, et ça va les booster, et d'autres qui vont vraiment être dans le rejet total, ou d'autres qui vont être vraiment dans l'acceptation très difficile, la prise sur soi, la fatigue, et cetera, et qui vont vivre vraiment très différemment. Ou d'autres qui vont se dire: «OK, c'est pas possible pour moi, j'y arrive pas, je vais en parler, et j'arrête de me prendre la tête tout seul». Donc voilà, on réagit à une même situation, on réagit différemment, pour chacun, et une situation donnée pour une personne va peut-être être différente aussi en fonction du moment. Hem La même situation quand on débute sa carrière va peut-être être compliquée à gérer, alors que 10 ans ou 20 ans plus tard, bah, pas de souci, vous allez, pas de problème, vous allez gérer ça très bien, et voilà. Pourtant c'est la même situation. Donc voilà, on a vu donc que le stress peut être positif ou négatif. Le stress, c'est une réaction hormonale, et le stress est géré différemment, pour chacun. En tant que sportif, vous allez avoir différents stress. Vous n'allez pas avoir que le stress, on va dire, dont on parle au quotidien, hein, le stress psychique, mais vous allez avoir différentes formes de stress. Autre, le stress physique, donc là, on parle de biologie, hein, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de l'alimentation, mais la contraction musculaire, ça va induire un stress de l'organisme. Vous allez contracter vos muscles, ça va générer des déchets, ça va générer de la fatigue, donc au niveau des muscles, au niveau du système cardiovasculaire, et donc ça, c'est un stress aussi pour l'organisme. Il va devoir se reposer de ces efforts-là, drainer les déchets, et donc c'est un stress physique pour lui. Le stress, il peut aussi être psychique, hein. Dans votre carrière de sportif, des fois c'est sympa d'aller à l'entraînement, des fois vous allez avoir pas forcément envie, ou la charge va être trop importante, ou vous avez autre chose à faire, le côté, tout ce qui est autre de votre pratique sportive, ça va vous peser, donc aller faire du sport, voilà, ça va demander un effort, donc ça peut générer un stress. Et puis il va y avoir aussi la troisième dimension, ça va être le stress émotionnel, donc plutôt là par rapport à une compétition qui arrive, ou gérer un succès sur cette compétition-là, ou gérer un échec, heu, pour vous, hein, un échec selon vos critères. Donc ça, c'est plutôt du stress négatif. Mais le stress positif va être aussi présent, hein. Du plaisir dans la pratique, excitation avant le départ, voilà, vous êtes surexcité, qu'on vous avez envie de partir, ça c'est du stress, hein, mais c'est du stress positif. Voilà, donc là, on est sur une gestion un petit peu émotionnelle, une gestion physique aussi du stress. Heu, voilà, donc différentes dimensions, qui s'ajoutent, j'ai envie de dire, au stress que vous pouvez avoir vous en tant que personne dans votre quotidien. Un stress mal géré, il va y avoir des conséquences, vraiment, diverses et variées. Vous pouvez avoir des problèmes de mémoire qui vont se mettre en place, des pensées anxieuses qui vont arriver, de la fatigue, excessive, hein, ou pas justifiée en tout cas, de la tristesse, de l'impatience,
Et puis en termes de physique, vous pouvez avoir des maux de dos, des maux de tête, des contractures qui vont apparaître, des troubles au niveau de la digestion, des nausées ou de la fréquence cardiaque qui augmente. Au niveau du poids, vous pouvez avoir une perte ou une prise de poids liée ou pas à ces troubles digestifs, mais voilà, ça va aussi impacter potentiellement le poids. L'assimilation des nutriments aussi va être compliquée par un stress. Donc vraiment, à tous les niveaux, le stress peut être, s'il est mal géré, il peut être délétère pour l'organisme. Donc l'idée, c'est de diminuer son stress négatif. Et pour cela, il y a énormément de pratiques en naturopathie, hein. Je vous en présente quelques-unes. L'idée, là aussi encore, c'est de trouver ce qui convient, ce qui est facile pour vous de mettre en application, et ce qui vous fait le plus de bien également. Donc la respiration, heu, ça a des bienfaits, vraiment très importants dans la gestion de ses émotions. Hem, En fait, le rythme respiratoire est impacté, par un circuit neuronal, s sur, enfin, en fait, le rythme respiratoire, et la production de noradrénaline, donc l'hormone de la première phase de stress, sont un petit peu, liés, hem, par un système neuronal précis, hein, vraiment dans le cerveau, et donc l'anxiété, en fait, va, modifier le rythme respiratoire. Quand on est anxieux, on va peut-être se sentir un peu oppressé, pas pouvoir réussir à respirer de manière, ample, voilà, d'être un peu pris à ce niveau-là, et à l'inverse, respirer, ça va aussi jouer sur la respiration, sur l'anxiété. Voilà. Se poser, voilà, vraiment, poser les choses, redescendre au niveau de la respiration, ça va aussi jouer sur votre stress et sur votre anxiété. Donc, comment faire, pour bien respirer? Alors, il faut en prendre conscience, hein, déjà, c'est la première chose, prendre conscience de votre physiquement, de comment vous respirez, en fait. Alors je vais essayer de vous montrer, mais la respiration, ça se passe pas là. Ça se passe pas au niveau du plexus, ça se passe au niveau abdominal. À l'inspiration, j'espère que vous m'entendez toujours, à l'inspiration, votre nombril, il doit se gonfler. Le ventre, il doit se gonfler à l'inspiration et pas ici, hein, en bas. Et à l'expiration, c'est là que le ventre se creuse. Quand on fait pas forcément trop attention, on est plutôt à inspirer ici, expirer ici. Et non, c'est pas ça, c'est plus bas, d'accord? Ça va permettre aux viscères, d'être massés, et en fait, c'est le diaphragme, donc le muscle ici, hein, c'est ici que vous allez, voilà, c'est ici que vous allez venir jouer sur le diaphragme et venir faire en sorte que le diaphragme remonte et puisse, expirer l'air qu'il y a dans vos poumons. Et donc, le fait de masser les viscères, ça va aussi permettre, aux stagnations, du sang, de la lymphe et de l'énergie, hein, si on parle de l'énergétique, d'être évacuées, aussi. Le fait aussi de remonter comme ça et de permettre aux poumons de vraiment, être utilisés, à leur plein potentiel, ça va aussi, augmenter la capacité à gérer les échanges. Hem, Quand on respire «petit» entre guillemets, en fait, il y a que le haut de nos poumons qui sont utilisés et en fait, par la gravité, hein, toutes les toxines, qu'il y a dans vos poumons, bah, vont descendre, vont être en bas et du coup, le fait d'inspirer vraiment correctement, ça va permettre à l'entièreté de vos poumons, de respirer, enfin tout l'air qu'il y a dans vos poumons va pouvoir être ventilé et être, expiré, et donc tous les déchets aussi vont pouvoir, sortir. Voilà, donc ça va être aussi un nettoyage de vos poumons et ça va pas stagner, ça va pas stagner dans le bas, en fait. Hem, voilà, donc respirer dans le bon sens, hein. À l'inspiration, c'est le nombril qui se gonfle, à l'expiration, c'est le ventre qui se creuse, qui rentre.
il faut aussi, respirer en conscience. Alors pas tout le temps, toute la journée, c'est pas possible, mais voilà, se prendre des moments, s'accorder des pauses respiration pour, prendre conscience de sa respiration. Déjà au niveau psychisme, ça calme un peu les pensées, on se recentre sur une et même chose qui est la respiration et on arrête de partir dans tous les sens et ça permet aussi d'augmenter les échanges d'air. Il faut savoir qu'une respiration, normale au quotidien, c'est à peu près 500 cm3 d'air par cycle, respiratoire. Donc inspire, expire. En situation de stress, de fatigue ou d'excès de pensée, on descend à entre 2 et 300 centimètres cubes d'air. Par contre, si on conscientise sa respiration, on va monter à entre 2000 et 4000 cm3 d'air, donc c'est énorme. Et donc, forcément, un corps qui est bien oxygéné, avec une respiration qui se fait, correctement, c'est, des organes, des cellules, des tissus qui vont avoir un apport, adéquat en oxygène, donc qui vont permettre, un fonctionnement vraiment optimal et donc un bon fonctionnement. Voilà, donc l'idée c'est d'apprendre à bien respirer. Pour ça, vraiment, je vous dis, c'est déjà de prendre conscience de ça. Il y a pas mal d'exercices de respiration, hein, qui peuvent être mis en place. La cohérence cardiaque, il y a la sophrologie aussi qui va permettre de conscientiser tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, juste prendre conscience de votre respiration et voilà, de venir, inspirer, expirer correctement, ça va déjà être très bénéfique pour le corps du coup, mais aussi juste en instantané, hein, à votre psychisme, ça va vous poser et faire redescendre, voilà, l'anxiété. 2e aspect, pour la gestion du stress, la visualisation positive. C'est un petit peu, le principe de leurrer votre cerveau. En fait, le cerveau, il fait pas trop la différence, enfin il fait pas la différence même, au niveau, de son fonctionnement, entre une situation que vous imaginez et une situation réelle. C'est-à-dire que si vous vous imaginez, je prends l'exemple de sport, hein, si vous vous imaginez, facile dans votre pratique, montant un col, à vélo, facilement ou déroulant les kilomètres, sans douleur, hem et ben, votre cerveau, en fait, il va se dire: «Mais en fait, c'est vrai». Du coup, vous allez, vous allez avoir, un système, positif qui va se mettre en place et votre anxiété, en fait, elle va descendre d'autant. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir des visions précises, limite même à vous parler à vous-même, en fait, à verbaliser tout ça, hein. Ça peut paraître un peu idiot, mais ça a été prouvé, en tout cas, que votre mental va vraiment influencer le physique et de se dire: «Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et ça va être facile, ça va être facile, ça va être bien, je vais prendre du plaisir, je vais prendre du plaisir» et ben, en fait, hem, ça va impacter le physique. Regardez, les derniers, kilomètres d'une course sont ou d'une course ou d'un entraînement sont toujours plus faciles parce qu'en fait, vous savez, même si vous y pensez pas forcément mais vous savez que vous allez y arriver, à la fin de l'effort donc c'est forcément tout de suite plus facile. Hem, voilà, donc forcément le fait de se dire ça, hein, ça va impacter, positivement vos émotions, votre motivation, votre gestuelle aussi, elle va être impactée. Hem et du coup, heu et du coup ça a mené certains coachs, certains préparateurs physiques, en fait, à prendre vraiment en compte cet aspect-là dans la préparation des sportifs, que ça soit en ski ou en musculation, ou même en rééducation, après un accident, hein. C'est la pensée positive ou la visualisation vraiment d'un objectif vraiment précis, et ben, ça aide en fait le physique à se remettre en voie de marche, enfin en voie de fonctionnement, hein. Ça paraît fou comme ça, mais c'est prouvé, hein. Les plantes, on en reparle encore une fois ici, la gestion des émotions, donc je vous ai dit tout à l'heure que les plantes, ça servait à beaucoup de choses, l'immunité, donc on en a parlé, mais la gestion des émotions,
aussi est bien prise en compte par les plantes. En tout cas, il y a beaucoup de solutions avec les plantes. Donc là, je vous en mets quelques-unes, hein. L'aubépine, ça diminue l'anxiété et l'agressivité, ça diminue l'hypertension, les palpitations, la tachycardie, ça diminue la température et donc ça prépare au sommeil, ça tranquillise. Donc il y a aussi beaucoup de plantes qui vont spécifiquement aller jouer sur le sommeil, hein, les difficultés d'endormissement ou d'insomnie. Bah, justement, la passiflore en est une. Voilà, ça supprime l'anxiété, la nervosité. Après, on a tout ce qui est plantes adaptogènes aussi, je vous ai parlé du reishi tout à l'heure. Là, on a l'ashwagandha, la rhodiola ou l'éleutérocoque. Ça permet d'augmenter la résistance de l'organisme face au stress, en aidant un petit peu les hormones, les différentes hormones du stress à se rétablir. Voilà, donc c'est comme je vous dis, c'est une action globale, hein. On va venir, voir sur le système immunitaire, normaliser le sommeil, accompagner les performances physiques, la récup. Les plantes adaptogènes sont vraiment un atout pour le sportif, à consommer vraiment, en cure, mais à consommer au quotidien, dans la vie vraiment du sportif, hein. Alors l'EFT, c'est aussi une technique, de gestion de ses émotions. En fait, on va venir, tapoter, des endroits bien précis du corps. Donc c'est des points d'acupuncture, donc qui vont être, voilà, sur les points. Alors il peut y avoir le visage, il peut y avoir d'autres endroits du corps et donc là pareil, il faut se faire accompagner, hein, ou il faut se former à ça. Mais mais c'est vraiment intéressant, beaucoup pour les enfants aussi. La gestion du stress, est bien prise en charge par ça pour les enfants. Heu, En fait, on va venir, un petit peu cristalliser, le le souci, hem et en fait, vous allez garder la mémoire de l'événement stressant, mais en fait, vous aurez plus la charge émotionnelle de cet événement-là. Ça va vous libérer à ce moment-là. Voilà, ça c'est un peu de l'énergétisme en fait, hein. On va venir travailler sur des méridiens, d'énergétique, donc c'est très utilisé aussi en acupuncture. Voilà, donc il y a d'autres techniques, hein, pour lutter contre le stress. Donc je vous ai parlé un petit peu de la sophrologie, il y a la détente musculaire, donc par des massages, hein. Ça c'est à double intérêt pour vous, puisque les massages vont aussi permettre de drainer, les toxines, des muscles. Ça va faire une relance aussi au niveau lymphatique. Hem, Ça va aussi, bah, musculairement parlant, redonner l'élasticité à vos muscles. Mais aussi voilà, gérer, tout ce qui est, aspect, stress et anxiété. La méditation, donc on en a parlé. On peut aussi, fonctionner avec des routines, hein, donc s'instaurer une routine, que ça soit avant une course ou à n'importe quel moment, hein. Vraiment avoir un protocole vraiment qu'on refait pour une situation donnée, qu'on refait de la même manière qu'on refait tout le temps. Ça va aussi, rassurer. Voilà, chanter, danser, dessiner, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques pour gérer son stress. L'important, c'est de prendre conscience, de son stress, de ses facteurs de stress, de se dire que elles sont propres c'est propre à vous, hein, ces facteurs-là, c'est vous qui réagissez par rapport à cette situation-là. Quelqu'un d'autre va réagir différemment, ce sera peut-être pas un facteur de stress pour cette personne-là, que c'est pas forcément négatif, hein. Le stress, c'est quelque chose qui voilà, vous met en situation d'action, que ça soit la lutte, la fuite, voilà et que ce n'est pas, c'est réversible quoi, hein. On peut lutter contre le stress. C'est faisable. Voilà. Donc pour conclure, je pense que vous aurez compris, hein, le corps, c'est un ensemble, c'est le physique, c'est le psychisme, c'est l'émotionnel et un corps en parfaite santé, c'est pas possible. On ne trouve pas un corps en parfaite santé sans un travail sur la dimension psychologique. Vous n'êtes pas forcément porté, sur la psycho, voilà, mais sachez que ça impacte. Voilà, voilà, c'est l'holisme, hein, on est un tout, le psychologique va influencer le physique et ne pas prendre en compte la dimension psy, et ben, c'est c'est se couper d'une partie, de ses capacités. De toute façon, on voit bien, hein, les sportifs de haut niveau sont accompagnés aussi à ce niveau-là, hein. Les préparateurs, mentaux,
ou même les coachs de manière générale, hein, prennent en compte tout ça et le psychisme, vraiment va jouer, sur la santé de la personne, les performances de la personne et l'un ne va pas sans l'autre, vraiment. Voilà, donc on est venu, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je fais juste un petit rappel, sur mes prestations. Donc à savoir que là, à l'heure actuelle, on est en mars 2022, donc je ne suis pas encore certifiée naturopathe, je suis en fin de formation. Hem, mais mes prestations, vont être la consultation en naturopathie, hein, forcément, que je vais pratiquer à distance, ou à domicile, dans le Morbihan. Les séances de réflexologie aussi, sont, possibles, avec moi. On peut aussi le faire, en pleine nature, hein, pas maintenant en mars, hein, je pense, mais voilà, à la belle période, on peut pratiquer aussi en extérieur. Je propose aussi des suivis personnalisés, donc ça, c'est intéressant pour les sportifs, je pense, sur des, préparations de saison, sportives ou bien si vous avez des pathologies qui nécessitent un suivi vraiment, au long cours. C'est pas en une fois, en une séance qu'on va tout régler, hein. Ça, de toute manière, la naturopathie, vous aurez compris, c'est un accompagnement, c'est une démarche que vous devez faire aussi de votre côté. Le naturopathe vous apporte des conseils, ça reste des conseils, voilà. C'est à vous aussi de trouver, un petit peu ce qui marche parmi tout ça et de peut-être d'investiguer aussi, vers d'autres métiers, hein. Naturopathe va travailler avec des éthiopathes, des diététiciens, des sophrologues, des relaxologues, des médecins aussi, bien sûr, tout le corps médical, classique, hein. Donc voilà, c'est, en tout cas, des accompagnements qui sont assez sur le long terme quand même. Je propose aussi 2 programmes en ligne, donc vous les voyez ici. Enfin non, vous en voyez qu'1, puisque le deuxième n'est pas forcément très intéressant pour vous, ça s'adresse aux jeunes mamans. Mais là, je vous ai mis, celui que je destine aux sportifs, donc c'est améliorer mes performances sportives sans m'entraîner plus. C'est un programme en autonomie, hein, encore une fois. Ça se déroule sur 4 semaines et donc chaque semaine, vous recevez des conseils, et des exercices à faire, pour, à mettre en place donc les bonnes pratiques pour améliorer vos performances. Et moi, je suis disponible donc la première semaine quand vous vous inscrivez, la première semaine, suite à vos inscriptions, je suis disponible pour échanger, voilà, si vous avez des problématiques ou des questions par rapport à ça. Et donc ça, c'est à gauche et à droite, vous avez aussi un e-book que je mets à disposition sur mon site internet. Il est téléchargeable, sur, comment améliorer naturellement votre santé en tant que sportif. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais quand même parler un petit peu juste avant de finir, des prochains webinaires, même si là, la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, donc ce sera peut-être passé. Mais en tout cas, les webinaires, je vais en faire d'autres. Le prochain, c'est le 28 mars. Si on est passé le 28 mars quand vous regardez cette vidéo-là, n'hésitez pas à me contacter, pour que je vous envoie tout ça si ça vous intéresse. Préparer sa course avec la naturopathie, donc là, on va être vraiment sur la nutrition, à l'approche de l'effort, l'alimentation, mais tout ce qui est en lien avec, la naturopathie à l'approche de l'effort et pendant l'effort, hein, vraiment pendant la course. En mai ou en juin, il y aura sans doute un autre webinaire, sur l'aromathérapie du sportif, parce que vous l'avez vu, les plantes et les huiles essentielles, on pourrait en parler pendant des heures et en faire des chapitres, hein, donc je vais en parler aussi de manière spécifique. Et à l'automne, je pense, on va parler des troubles digestifs. Donc là-dessus, je lance un appel, puisque mon mémoire de certification, ça va être sur les troubles digestifs du sportif à l'effort. Donc j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont sur le long terme, enfin sur le long distance, il y a beaucoup de coureurs à pied, de triathlètes qui rencontrent des troubles digestifs. Donc je vais en faire un sujet de mémoire, donc je suis à la recherche de consultants potentiels. Donc si vous êtes concerné par ça ou si vous avez des gens dans votre entourage qui sont concernés par des troubles digestifs, faites-moi signe, puisque ça m'intéresse de travailler avec ces personnes-là et sans doute qu'ils en tireront aussi un bénéfice. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres, hein, des webinaires,
Je continue, c'est le premier, mais je continue. Je pense que ça va être intéressant de vous apporter du conseil, sur des thématiques comme ça, un petit peu, en précises, et puis un petit peu plus originales que ce qu'on peut trouver dans le milieu du sport, sur la préparation classique. Voilà, je vous mets mes contacts ici, donc si vous voulez me contacter, par mail, par téléphone, sur mon site, les réseaux sociaux et puis aussi sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me faire, un petit commentaire ou à me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous remercie et puis, je vous dis à bientôt.